Idrissa Diabira, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir à l'émission Objection. Merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. C'est un honneur d'être avec vous. Alors, Idrissa Diabira, vous êtes le directeur général de l'ADPME. L'ADPME, c'est l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. Vous êtes ingénieur de formation, ingénieur informaticien, mais également physicien, expert en organisation. Vous avez eu un DIA en e-management, concept et méthode à Dauphine en France. Vous êtes un agent de développement. Vous vous intéressez beaucoup dans les organisations sociales. La particularité ici, Idrissa Diabira, c'est que vous avez coordonné l'élaboration du programme Yon Yokouté. A-t-il été abandonné au profit du PSE? Notre invité, Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, nous donnera certainement sa réponse sur la question. Mais d'abord, parlons de la fête du travail qui a été célébrée hier, la fête internationale du travail. Dites-nous, Idrissa Diabira, est-ce que le Covid-19 a transformé fondamentalement le monde du travail? Merci beaucoup, absolument. Et j'ai la conviction que la crise de la Covid, c'est une crise avant tout du travail d'ailleurs. On l'a vu aux quatre coins du monde. L'offre et la demande se sont trouvées altérées. Les effets sur le monde du travail sont désastreux, pour ne pas dire cataclysmiques. On le voit et on le mesure mieux, même dans certains pays développés, où les indicateurs permettent de traduire la profondeur de la crise qui continue de sévir. On l'a vu aux États-Unis, en Europe et au Sénégal. Je disais que la plupart des crises, souvent, étaient des crises où le secteur informel était souvent un secteur refuge. La dévaluation, la crise de la grippe aviaire, les crises financières, globalement, n'affectaient pas autant le secteur informel qui s'est développé ces 30-40 dernières années. Alors que cette crise, elle est absolument globale. Les acteurs productifs formels sont impactés, ceux informels tout autant, et les mesures qui ont été prises pour essayer de réduire la propagation de la crise, globalement, ont eu des effets absolument désastreux sur l'économie. Certains économistes évoquent, pour parler de la crise, font référence à un trilemme, un triangle d'impossibilité. Comment préserver en même temps la question de la santé, la question de la liberté de déplacement et la question économique. On se rend compte que c'est quasiment impossible. Et en fonction des pays, des systèmes économiques ou des systèmes démocratiques, on voit que on se heurte à un moment ou à un autre à une problématique. Laisser le virus se propager. Certains pays s'y sont essayés au départ, ils sont revenus en donnant la part belle au secteur économique, ou bien devoir prendre des mesures de restriction en matière de déplacement, et alors l'économie en subit des effets absolument majeurs, et donc les travailleurs. Oui, et donc les travailleurs, apparemment, il s'agit de systèmes économiques, vous avez dit d'un pays à un autre, mais le monde de façon globale du travail a été impacté. Peut-on avoir ici au Sénégal une idée de l'impact du Covid-19 dans les entreprises? Au travers du prisme, effectivement, des entreprises, on peut en avoir un regard. Nous avons commis une enquête qui reste d'actualité au mois de mai 2020, il y a un an jour pour jour, sur l'impact des entreprises, l'impact du Covid sur les petites et moyennes entreprises. Plus de 830 entreprises de l'ensemble des régions du Sénégal se sont prêtées au jeu pour répondre sur l'impact que ça avait. Et 90% d'entre elles estimaient avoir été impactées ou très fortement impactées par la Covid et les mesures mises en place pour pouvoir réduire la propagation du virus. Quand on dit impacté ou très impacté, en termes de chiffre d'affaires,
pour les entreprises, c'était des pertes de 30 à 50% pour les impactés, pour les très impactés, de 60 à 100%. 44% des entreprises qui ont répondu, qui avaient toutes les tailles, toutes les formes, mais qui avaient une bonne représentativité ou image des entreprises du Sénégal, avaient dû cesser leur activité pour pouvoir faire face à cette crise. Et vous avez d'autres résultats extrêmement intéressants sur les difficultés qu'elles pouvaient rencontrer pour accéder aux mécanismes de financement. C'est la principale difficulté, l'accès au crédit, entre autres. L'une d'entre elles. Oui. Moi, j'aime souvent à dire que le financement, c'est un symptôme, mais pas la cause. Et souvent, chacun est amené à pointer la problématique du financement, alors que finalement, lorsqu'on fait un diagnostic, on se rend compte que la cause est différente. Est-ce que l'entreprise est suffisamment compétitive? Est-ce qu'elle gère correctement son activité? L'impact a été considérable, le résultat est connu avec ce qui s'est passé, notamment la dimension de l'employabilité, on va y revenir. Mais aujourd'hui, est-ce que cela ne remet pas en cause notre système de développement? Notre système de développement a-t-il montré ses limites aujourd'hui? Je ne crois pas. Je pense que sur la base de ce qui a été fait en 2012, justement, l'enjeu, c'était de construire une nouvelle trajectoire de développement. Le chemin du véritable développement, Yonu Yokute, puisque vous m'interpelliez sur cette question. Le PSE en est une déclinaison lorsqu'on est aux affaires. Mais quand vous regardez de 2014 à 2019, avant la crise, jamais au cours des 40 dernières années, le Sénégal n'a pu connaître une croissance aussi forte durant 5 années consécutives. Donc la trajectoire de croissance a changé à la faveur d'investissements publics extrêmement importants, à la faveur de réorientation justement des préoccupations économiques. Ce serait bien aussi d'interpeller les chiffres. Hein. Vous avez parlé de changement, vous avez parlé de passage à l'échelle. Pouvez-vous illustrer cela par des chiffres? Parce qu'apparemment, est-ce que cela a impacté véritablement sur le pouvoir d'achat des Sénégalais? C'est là la question. Les chiffres, c'est quand vous faites plus de 6% de croissance durant 5 années, avec des croissances démographiques de 2,5. À quel impact sur le pouvoir d'achat? Oui, mais le pouvoir d'achat, vous pouvez aussi... il a été souvent dit à un moment, la croissance ne se mange pas. Mais lorsque je me rends dans la vallée du fleuve Sénégal, à Bakel ou à Matam, en prenant l'autoroute et en faisant 8 heures plutôt que 16 heures ou 18 heures, c'est une traduction de cette capacité. Et ça, c'est l'immatériel. Oui, mais lorsque vous participez à faire en sorte, essentiellement sur vos ressources, que les acteurs les plus démunis puissent bénéficier de bourses de sécurité familiale alors qu'ils étaient inconnus des radars de l'État pour 300 000 familles, c'est plus de 30 milliards. Mais ça a changé quoi? Ça change quoi de pouvoir acheter un sac de riz une fois par trimestre, de pouvoir faire en sorte que sa famille puisse se nourrir, de pouvoir sécuriser votre conception de départ, de pouvoir sécuriser l'orientation ou le fait que les enfants restent à l'école. Je pense que ça change beaucoup de choses. Étant donné que vous êtes l'élaborateur, entre guillemets, du programme Yonu Yokute, vous avez coordonné et piloté justement le programme. Alors, quelle a été votre conception? Est-ce que l'idée en soi de départ et à l'arrivée, ce à quoi on a constaté, est-ce que ça traduit le bien fondé de votre pensée? À y voir de plus près. Alors nous, on a effectivement, à mon niveau, traduit la pensée du candidat à l'époque, du chef de l'État, et sa vision, sa traduction, c'est déjà l'horizon 2035. C'est d'abord que le développement, ça ne s'appréhende pas de manière court-termiste, ça s'appréhende sur la durée. Et c'est assez notable déjà pour le signaler, parce qu'on a souvent affaire à des programmes présidentiels de candidats qui sont sur des timings très courts. C'est la vision.
où est-ce qu'on arrive à l'horizon d'une période donnée? Comment est-ce qu'on renforce le bien-être des acteurs? Comment est-ce qu'on réduit les injustices sociales? Comment est-ce qu'on relance le secteur productif? Comment est-ce qu'on assoit un certain nombre de fondamentaux en matière de gouvernance? Arriver à comment dire, 7 ou 9 ans après, comme je dirais, la route se poursuit. Parce que quand vous posez des fondements sur la question sociale, comment est-ce que on met le secteur rural, les secteurs des petites gens au cœur de notre économie? C'est la traduction des programmes comme le PUDC, les programmes d'urgence sur du développement communautaire, faire accéder à l'eau, faire accéder à l'électricité, faire accéder à des besoins primaires, à des zones dans les territoires souvent délaissés que l'on considère souvent même comme n'étant pas forcément le Sénégal. Appréhender les familles qui sont les plus pauvres, les plus démunies, pour leur tendre la main, les sortir des trappes de pauvreté dans lesquelles elles peuvent être au travers d'une bourse de sécurité familiale, mais c'est surtout une bourse de restauration de la fierté, de l'honneur de ces familles qui souvent n'avaient rien ou ne connaissaient pas l'État. À travers cela, c'est de pouvoir articuler la couverture maladie universelle, c'est pouvoir faire en sorte qu'ils puissent accéder à de la sécurité alimentaire. C'est-à-dire, la bourse sociale est inscrite dans une chaîne de valeur. Dans la conception de l'extension de la protection sociale, la protection sociale universelle, absolument. C'est ça l'enjeu. Oui. Et c'est ça l'horizon. Et en cela, des pas absolument substantiels ont pu être faits. Si je viens au secteur productif, c'est la même chose. Comment est-ce que vous posez les briques qui permettent de résoudre des problèmes structurels? Les problèmes structurels, ils ont été évoqués dans les assises nationales, mais dans les concertations nationales sur le crédit. En 2010, 64 recommandations sortaient de ces concertations nationales sur le crédit. Parmi celles-ci, comment est-ce qu'on favorise l'accès au financement? Comment est-ce qu'on met en place des mécanismes de garantie? Parce qu'on sait que c'est un élément bloquant. Comment est-ce qu'on met en place des mécanismes de capital investissement? Parce qu'on sait que c'est important. Comment est-ce qu'on a des banques qui puissent être dédiées au financement de ces acteurs? Comment, enfin, on peut renforcer la lisibilité des entreprises sur les chiffres qu'elles peuvent donner pour faire confiance, retrouver la confiance? Ces éléments, c'est entre autres le FONGIP qui a été mis en place, le FONSIS qui a été mis en place, la BNDE qui est une banque qui a été mise en place, un mécanisme comme l'ADER. Qui n'a pas été efficace aussi. Et un mécanisme comme, j'arrive, un mécanisme comme la labellisation ou le scoring que l'on fait. Et donc, lorsque l'on a tendance à dire que c'est pas efficace, moi je me garde de tomber dans on jette le bébé et l'eau du bain à la faveur de la crise. Mais c'est au vu du résultat. Non, la crise, la crise, on l'a vu, on le sent, est extrêmement dure et sévère. Pour autant dire que c'est un échec, c'est ce que je dis, c'est un peu soit faire du nihilisme, soit vouloir jeter le bébé et l'eau du bain. Mais allons-y. L'impact de la crise, mais les outils qui ont été mis en place, pour beaucoup, ils permettent, j'aurais même tendance à dire, pas d'anticiper, mais de traduire la volonté qui était d'avoir des mécanismes de souveraineté, de souveraineté sociale. C'est ce qui se fait avec les bourses, ce qui se fait avec la couverture maladie universelle, de souveraineté économique. À l'époque, je me souviens, les gens souriaient lorsqu'on parlait du FONSIS, Fonds souverain d'investissement stratégique, en disant nous n'avions ni pétrole, ni gaz, ni mécanismes qui étaient des mécanismes souverains. Ces outils participent et jouent un rôle, comme le FONGIP et les autres, important dans les filets de sécurité, que ce soit social ou économique, mis en place. C'est pas suffisant, on en convient. Mais le problème, c'est pas que ce ne soit pas suffisant, Idrissa Diabira. Le problème, c'est dans la mise en œuvre, de l'élaboration à la mise en œuvre pour arriver à la finalité. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que quelque part, ça n'a pas pris? Qu'est-ce qui a fait défaut pour ne pas que la matière ne soit véritablement enclin à interagir au point de donner les résultats positifs? Ce que
que je dis, c'est que c'est comme un puzzle qui est à construire. Pour le construire, il vous faut toutes les pièces. Ces pièces faisaient défaut dans l'écosystème. Lorsque vous voulez faire intervenir le secteur financier, on a souvent tendance, avec, je pense, beaucoup de sévérité, à rejeter les actions qui ont été faites par l'ADER, par les mécanismes comme le FONGIP, etc. L'État du Sénégal, au niveau de la zone du Sénégal, c'est 5 000 milliards de francs CFA qui sont consentis au financement de l'économie par le secteur bancaire. C'est les chiffres de la BCEAO. Moins de 10%, un peu 500 milliards, financent les PME. On sait que ce n'est pas assez. Pour résorber ce gap de financement, vous devez donner des pistes par rapport au financement public qui prend sa part. Vous devez aussi faire en sorte de réduire l'écart entre les mécanismes qui sont les mécanismes privés de financement, les institutions bancaires ou le système financier décentralisé, et les petites et moyennes entreprises, notamment leur formalisation, la véracité des chiffres qui sont posés pour pouvoir le faire. Lorsque les actions qui sont la mise en place de ces mécanismes se font GIP pour pouvoir supporter le collatéral, une partie du risque que vont prendre ces agents privés pour le financement. Lorsque vous mettez en œuvre des mécanismes privés ou de l'État pour pouvoir intervenir en financement, lorsque vous avez une unité de scoring comme au sein de l'ADPME pour réduire ou renforcer la lisibilité des petites et moyennes entreprises, vous posez les pierres, les puzzles de cette question qui est une question qui intègre plusieurs acteurs. Oui, mais et donc, vous participez à le faire. Maintenant, l'enjeu, c'est le passage à l'échelle de ces mécanismes et de ces instruments. Ce n'est pas le fait que ces instruments n'aient pas fonctionné, parce que le danger, c'est de tomber dans un nihilisme auquel personne n'a intérêt, sauf peut-être certains extrémismes. Non, le bien fondé de tout ce que vous avez expliqué en termes de mécanismes ne se pose pas. Le bien fondé ne se pose pas. Le problème, c'est le résultat à l'analyse aujourd'hui qui pose problème. Pourquoi, par rapport à la mise en place de ce mécanisme, on n'a pas encore le résultat escompté? Mais c'est là où on a intégré la première question qui était, pour vous c'est peut-être facile ou une échappatoire, qui était les effets de la Covid-19 sur cette économie. Vous ne pouvez pas pendant une année subir d'une certaine manière la destruction de votre tissu, aussi faible soit-il, et vous retrouver en pensant ou en revenant, en indiquant que tout ce qui a été fait avant n'a pas fonctionné. Ce n'est pas le cas. À l'échelle d'un État. Mais bien évidemment à l'échelle d'un État. Oui. Mais regardez ce qui se passe ailleurs, en dehors du Sénégal. Oui. Puisque justement, c'est souvent ce à quoi vous nous invitez au travers de votre chaîne et vos médias. Oui. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, regardez ce qui se passe en Europe, regardez ce qui se passe en Asie. Si les effets qui sont relatifs à la Covid sont uniquement des effets limités ou territorialisés, il se passe à l'échelle d'un État, il se passe à l'échelle d'un continent. Et presque, j'aurais tendance à dire qu'on est moins mal loti que certains autres. Mais il n'empêche que la difficulté, elle est là, elle est présente. Et ce que ça traduit comme enseignement sur les politiques que l'on a à mettre en œuvre, c'est la nécessité de renforcer, d'élargir, d'approfondir, de parachever les mécanismes de protection sociale pour protéger davantage, les mécanismes de renforcement de nos acteurs productifs pour avoir un ensemble de champions susceptibles de résister davantage aux chocs exogènes qui sont provoqués par des crises comme celle-là, et en capacité de produire ce dont on a besoin, et pour pouvoir créer aussi les richesses et les emplois requis. Donc, ça vient mettre l'accent sur des défis et sur ce qu'il faut faire davantage, mieux et plus fort. Pas sur le fait qu'on ait échoué. Les facteurs exogènes en soi, mais qu'en est-il des facteurs endogènes? C'est ça le problème. Ces facteurs sont à la fois endogènes et exogènes. Alors, vous en convenez au moins? J'en conviens parfaitement. Sur les facteurs d'ordre endogène et dans la mise en œuvre
du plan Sénégal émergent, c'était évoqué, c'est notre capacité à implémenter beaucoup plus vite les politiques que l'on a à mettre en œuvre. Ça, c'est un des enjeux majeurs, c'est de pouvoir conduire des réformes de manière beaucoup plus diligente qu'elles le soient. C'est de pouvoir réduire des modalités de bureaucratie qui sont encore trop lourdes. Ça fait partie effectivement des facteurs qui sont des facteurs endogènes. Et on sait que souvent dans la sous-région, les pays qui nous entourent disent, bon, allez au Sénégal, c'est un laboratoire, ils ont peut-être tout essayé sur telle et telle chose. Comment est-ce qu'on passe à l'échelle une fois qu'on a mis telle et telle... On arrive à le faire sur un certain nombre de choses, oui. Il faut qu'on arrive à le généraliser sur les excellentes initiatives qu'on a mis en place. Oui, Idrissa Diabira, directeur général de l'ADPME, on a envie de comprendre aujourd'hui, on a envie de comprendre quels sont les goulots d'étranglement à l'interne qui empêchent nos PME, nos petites et moyennes entreprises à décoller. Quels sont les goulots d'étranglement? Alors, moi, je dis souvent, le principal défi, c'est d'acter le paradigme de la PME. Or, on a parfois la difficulté de ne pas l'acter. Je m'explique. Tout est PME dans le secteur productif. C'est ça. Mais si à la faveur d'une question, vous appréhendez la PME uniquement suivant un des volets, d'une certaine manière, vous ne contribuez pas à... Un des volets, c'est-à-dire? Par exemple, je vais appréhender la PME suivant son caractère sectoriel. Je veux parler du développement de la filière tomate. Oui. Et on va évoquer la question de la production de la tomate et d'une certaine manière, les acteurs du développement de la filière tomate, ils sont appréhendés de manière secondaire, pas de manière prioritaire ou majeure. Donc vous avez une approche qui peut être une approche sectorielle, que ce soit dans la tomate, dans l'oignon ou dans les autres domaines. Ce que d'autres ont réussi à faire, parce que je pense que pour pouvoir progresser, il faut regarder le Small Business Act aux États-Unis. La politique de développement des entreprises contribue à faire en sorte que tout est rattaché à l'entreprise et à la PME. C'est la primauté de la PME sur les autres actions. Si je prends la question, par exemple, des marchés publics, vous pouvez l'appréhender de manière générale. Mais si vous l'appréhendez en disant combien de PME accèdent à nos marchés publics en éléments prioritaires, vous allez être amené à suivre la quantité de ressources qui sont injectées au niveau des PME dans le cadre des marchés publics. Pareil pour le développement des filières, pareil pour l'industrialisation, pareil pour ce domaine. Donc, le défi à relever, c'est d'arriver à cristalliser le paradigme de la PME. Que vous soyez à accompagner le secteur de l'agriculture, le secteur de l'artisanat, la dimension export, le secteur de l'investissement, des marchés publics. L'enjeu, c'est comment est-ce que votre secteur, comment est-ce que votre domaine intervient en direction de la PME pour que la PME soit au centre. C'est ce que les États-Unis ont réussi à faire, c'est ce que la Malaisie a réussi à faire, c'est ce que les pays qui justement parviennent à créer suffisamment de richesses et d'emplois font pour que le suivi de ce rôle qui est celui central de la PME soit un indicateur suivi de manière beaucoup plus fine sur la création de richesses et la création d'emplois. Et je pense que ce qui nous faisait défaut, c'est de pouvoir se réunir autour de ce paradigme. On a depuis le recensement général des entreprises en 2016 qui nous donne pour la première fois au Sénégal une photographie de ce que sont... Avec la NSD. Effectivement, de ce que sont les entreprises, de ce que sont les PME. C'est la première fois. C'est la première chose. Et basé sur cette avancée importante, comme on dit, représenter, c'est agir, avoir des indicateurs, c'est les modalités de traduire les politiques qui sont mises en place. Ça nous donne dorénavant des éléments, des boussoles pour agréger les acteurs autour de la PME, que ce soit en matière de marché public, en matière d'accès à des marchés de sous-traitance, parce que le contenu local, c'est pas autre chose que l'accès des PME à des marchés de sous-traitance, en matière de financement. La BCAO
en 2014, sur les instructions des chefs d'État, a mis en œuvre le dispositif de refinancement bancaire. Ça a été implémenté en 2018. Il vise à mesurer combien les institutions financières et les banques en particulier financent les PME, indicateur que nous n'avions pas. En matière d'accompagnement, je parlais de l'enquête que nous faisions, 95% des entreprises qui répondaient indiquaient trouver nécessaire d'être accompagnées pour pouvoir bénéficier des différents mécanismes qui sont en place, et en matière d'information, parce qu'on sait que là aussi, souvent le bas blesse, les gens ne savent pas à quelle porte frapper pour pouvoir être accompagnés. Mais voilà, je pense que c'est là le plus grand défi. Il n'est pas tant dans les outils que dans la capacité à donner une cohérence sur la vision du rôle des PME dans l'économie, de sorte à ce que ces dernières en soient le principal moteur et que les actions menées de manière productive prennent toujours en compte la question de la PME. Je finis souvent sur ce point-là. Souvent, on le constate, on accompagne un secteur productif et on se rend compte qu'effectivement, il y a des GIE, il y a des groupements qui globalement ne fonctionnent pas comme une entreprise devrait fonctionner. La sérénité, par exemple, de la transformation de la tomate ou de l'oignon dans la vallée du fleuve Sénégal, à Podor en particulier, ou à Canel, ou de la transformation de la mangue, elle tient à ce que notre secteur productif, nos entreprises, soient outillés en matière de gestion comme en matière de technologie pour transformer justement nos potentialités et finalement pour les faire grandir. Voilà. Alors, justement, vous avez parlé de l'impact du Covid-19, vous en avez parlé, mais aujourd'hui, beaucoup d'expériences ont montré qu'en parlant de défis, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises. Et vous-même, vous avez justement accompagné ces initiatives. En quoi? Et dites-nous quelle est l'étendue justement de cet accompagnement. Alors oui, effectivement, ça a été riche d'une certaine manière. Il s'agissait pour nous surtout de réorienter une grande partie des mécanismes que nous avions. La DPME est passée par plusieurs phases. Elle a su recouvrer la confiance des partenaires techniques et financiers comme une agence d'exécution des projets, programmes. Et à la faveur de la Covid, ces derniers ont accepté effectivement de réorienter les ressources liées à l'accompagnement, l'assistance technique aux petites et moyennes entreprises en matière d'appui à celles qui avaient des difficultés. C'est peut-être un peu plus de 500 qui ont pu bénéficier de cette forme d'accompagnement. Parce que être une entreprise en difficulté, c'est d'abord manquer d'oxygène. Et c'est attendre que l'on puisse apporter de l'appui à ces entreprises. Comment est-ce qu'on s'y est pris auprès des partenaires? C'est de leur dire que les ressources affectées à l'accompagnement, si on ne peut pas aider en besoin de trésorerie, en besoin de fonds de roulement, les entreprises, ces dernières vont disparaître. Et beaucoup disparaissent à la faveur de ça. Et donc, beaucoup de nos partenaires, que vraiment nous remercions pour leur confiance, ont accepté que les ressources soient mises dans les besoins de fonds de roulement des entreprises, des programmes que nous avions, que ce soit dans le cadre du PISD pour les entreprises dirigées par des membres de la diaspora. C'est le programme appuyé par l'AFD et l'Union européenne, en trésorerie, que ce soit dans le cadre de développer l'emploi au Sénégal, pour accompagner à acheter concrètement ou à produire des masques avec la FENAF, dans des outils qui participaient à lutter contre la Covid, et que ce soit dernièrement dans le cadre du concours, de la deuxième édition du concours national de business plan, où c'est 5 à 20 millions de francs CFA en subvention qui vont aider finalement 145 entreprises sur l'ensemble du territoire national. Chaque région a pu avoir des lauréats, après que plus de 2000 aient postulé, pour leur permettre de garder leur outil productif et de sauvegarder des emplois, voire en créer. Et donc c'est surtout des enseignements
que l'on a pu mettre en œuvre aussi avec des partenaires comme le PNUD dans 5 communes, Mont-Roland notamment, Sandiara, dans la plateforme Covid sur les acteurs productifs, où 20 entreprises, 5 dans chaque région, ont pu aussi bénéficier d'un appui. Et cette plateforme Covid-19 a justement assuré l'appui au secteur productif, justement des groupes vulnérables, près d'un an. Oui, près d'un an. Quelle évaluation en tirer? Alors, on peut évaluer difficilement au bout de simplement un an. Mais déjà, les effets, c'est que 20 entreprises de ces 5 communes ont pu bénéficier chacune jusqu'à 4 millions de francs CFA pour les aider dans les réponses qu'elles apportaient pour lutter contre la Covid. Qui groupement de femmes qui fait du savon, qui parce qu'il fait des masques, qui parce qu'il participe à produire justement des denrées alimentaires qui vont favoriser la sécurité alimentaire sur un territoire. Et donc avec le PNUD, justement, ce sont dans des zones bien déterminées, 5 communes, 5 entreprises de chacune de ces communes qui ont pu être identifiées, sélectionnées, appuyées avec ces ressources pour pouvoir les apporter. Et donc ça, c'est déjà un résultat, mais comme je le dis, un résultat qui s'inscrit dans un ensemble d'autres actions que l'on a menées avec les acteurs et qui, même s'il est modeste, nous donne des enseignements sur l'ajustement des types d'accompagnement qui sont à faire pour les entreprises en difficulté. Quand on est en difficulté, souvent, l'accès au crédit est plus difficile parce que on n'est pas sûr que l'activité va reprendre et parfois il faut financer sous d'autres formes. L'accès au crédit n'est pas plombé par justement les garanties à donner. C'est ce que je dis, il y a plusieurs problèmes dans l'accès au crédit. Je le disais, ça a été bien diagnostiqué dans les concertations. Bien évidemment, comment est-ce qu'on accède à la garantie? C'est un élément extrêmement important. Comment est-ce qu'on a des banques et des institutions financières mieux orientées sur le financement des PME? Aujourd'hui, c'est moins de 10% du volume de financement qu'elles accordent qui sont aux PME. Ça fait 500 milliards par an, mais c'est bien insuffisant pour les besoins. Mais ce qui a été surligné lors des concertations nationales et qui est le point pratiquement le plus important, c'est la lisibilité des entreprises. Je dis souvent, c'est le carnet de santé de l'entreprise et sur lesquels il faut aussi une pédagogie beaucoup plus grande. Comment est-ce que je me comporte? Est-ce que je suis en bonne santé ou pas? Quels sont mes fondamentaux? Lorsqu'on va chez le médecin, on prend son pouls, on prend son rythme cardiaque, on prend sa température pour savoir comment est-ce qu'on se comporte. Pour une entreprise, quelle que soit sa taille, ce sont ses états financiers. C'est ce qui permet de savoir si l'entreprise, elle fonctionne correctement. Or, 97% de nos entreprises n'ont pas d'état financier. Et donc, 97%. 3% des 408 000, ça fait que 12 000 entreprises. Mais c'est grave. Et ce que je dis... Mais c'est dû à quoi? C'est dû à l'environnement, à une absence de culture sur cette question, à une explosion ces 30 dernières années du secteur informel, qui était à l'époque on pensait qu'il allait être juste un élément de refuge, mais qui est devenu une réalité et plus la norme que l'exception. Ces éléments font qu'il y a une défiance quasiment chronique entre celui qui doit financer et celui qui sollicite les financements. Je dis souvent aux personnes, est-ce que vous qui avez des filles ou des sœurs, vous donneriez votre enfant à quelqu'un qui vient vous voir juste en vous disant que c'est la meilleure des personnes et qui va prendre soin de votre fille ou de votre sœur? Assurément non. Mais les ressources des banques, c'est la même chose. Pour que vous puissiez confier votre fille ou votre sœur à un prétendant, vous allez savoir d'où il vient, quels sont ses parents, quelles sont sa morale, quelles sont ses références. Sinon, globalement, pour vous, c'est un inconnu. Or, aujourd'hui, la majorité des entreprises, puisqu'elles ne disposent pas de ce qui peut permettre de traduire leur antériorité, leur activité, qu'est-ce qu'elles vendent, qu'est-ce qu'elles achètent, qu'est-ce qu'elles stockent, qu'est-ce qu'elles ont comme ressources qu'elles génèrent, sont des inconnus pour le secteur financier. Et donc, ce secteur financier, c'est aussi nos ressources, celles de vos auditeurs, vous, nous,
que l'on confie à une banque et qui ne va pas s'aventurer à les confier à un inconnu. Oui, d'où l'importance de votre d'appuyer la travail. formaliser. Absolument. Oui, de votre travail, de l'importance de votre travail, puisque Idrissa Diabira vous conseille, vous formez, vous accompagnez et même soutenez les entreprises. Mais il se trouve ici que l'emploi demeure un casse-tête, comme vous l'avez indiqué. Est-ce que cela ne traduit pas votre échec, vous? Non, je ne crois pas. Finalement. Non, oui. C'est-à-dire que vous pouvez bien faire ce que vous faites. Et je pense pour se prêter à des jeux d'études comparatives, de benchmarks internationaux, Oui. à s'engager dans des contrats de performance, à être accompagné notamment par le BAUME et la coopération luxembourgeoise dans des cadres comme le CAF, que l'agence, comparée à d'autres agences dans le monde, même au niveau de d'Occident et des pays développés, est bien située dans le travail qu'elle fait. On est 18e au niveau mondial, on est 3e en Afrique, sachant que le Botswana, le Rwanda, l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, Maurice se sont prêtés au jeu. On est premier en zone CEDEAO. Est-ce que pour autant, ce que l'on fait bien, je crois, mais que l'on peut faire mieux, est suffisant à la faveur du défi? Bien sûr que non. Ça serait présomptueux et malhonnête de la part de le dire. On intervient à des échelles qui sont encore trop faibles pour pouvoir résoudre la problématique. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir construire les modèles qui nous permettent d'élargir et de passer à l'échelle. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Oui. Et de comprendre comment est-ce que si on construit l'emploi, on construit essentiellement l'emploi par la création de richesse, par les entreprises dont on renforce la compétitivité, par les entreprises dont on renforce ou que l'on formalise. L'an dernier, nous avons pu formaliser 1700 entreprises. En moyenne, une entreprise formalisée, c'est 2,7 emplois qui sont créés et sauvegardés. Oui. Donc, ça veut dire sécurisé. Oui. Donc, parce que ça devient des emplois décents. Ça veut dire que s'engager sur la formalisation massive, c'est un atout pour tous, parce que globalement, vous allez pouvoir démultiplier le nombre d'emplois que vous créez. Nous avons des mécanismes d'appui à l'export avec le fonds à frais partagés. Et les entreprises que l'on accompagne à l'export, en moyenne, c'est 10 emplois qu'ils arrivent à créer. Donc, renforcer la compétitivité des entreprises, c'est permettre une création d'emplois relativement importante. À côté de cela, effectivement, les créateurs d'entreprises, créer une entreprise, souvent, c'est une entreprise, 1 ou 2 emplois. Donc, vous avez 3 leviers, j'aurais tendance à dire, pour pouvoir générer de l'emploi. Le premier, c'est la création d'entreprises. Il nous en faut davantage qui soient compétitives. Le second, parce qu'on sait que 97% de nos entreprises sont informelles, voire davantage si on prend le secteur agricole, il faut formaliser massivement. Et le troisième, c'est renforcer leur compétitivité. Ce sont ça les ingrédients d'une création de richesse et d'emplois suffisamment importante. Oui, mais est-ce à dire de ce point de vue, eu égard justement à cette initiative du chef de l'État d'injecter 450 milliards pour soutenir la création d'emplois, est-ce à dire que c'est cela votre part de contribution dans ce combat? Notre part de contribution, elle est multiple. On agit comme un peu un think tank. On est un laboratoire où on a fait des choses que l'on estime qui fonctionnent à leur échelle, qu'il faut démultiplier. Et je pense que le fait d'être un acteur dans le dispositif de refinancement bancaire avec la BCEAO participe à voir comment est-ce qu'on peut adresser plus largement la question du financement avec les institutions publiques de financement, mais bien évidemment, on l'a vu. Mais vous disposez d'un budget quand même. La finalisation du programme d'urgence est en train de se faire. Oui. Donc, mais vous avez un budget. On aura certainement un rôle à jouer. On donnera aux autorités compétentes le soin d'indiquer clairement la place qui est la nôtre. Ça, c'est oui, mais prochainement. Vous travaillez comment? Avec quel budget? Avec le budget annuel de la DPME, avec les ressources que l'on mobilise. Alors, on a à peu près un budget global de près de 3 milliards, un peu plus. Par rapport à cette mission qui vous est dévolue? Ah oui, mais on a des effets leviers.
sur ce que l'on fait. On peut avoir une identité de ces effets leviers, les partenaires justement extérieurs. Donc, dans notre budget, plus de 60% est mobilisé auprès des partenaires. Oui. Donc c'est à peu près 1 milliard de la part de l'État, mais les partenaires c'est aussi l'État. C'est parce que l'État nous donne les moyens que l'on peut le faire. Il y a 4-5 ans, 100% de notre budget était alloué par l'État. Aujourd'hui, en restant constant dans le budget qui nous alloue, plus de 2/3, on arrive à le mobiliser auprès des partenaires. Et je pense qu'on est dans une capacité de mobilisation x10 dans les prochains mois et années. Mais alors, les partenaires restent exigeants aussi. Justement, on a la chance d'être exemplaire dans la gestion des ressources. C'est ce qui fait que la Banque mondiale nous fait confiance, le PNUD nous fait confiance, l'AFD nous fait confiance, l'Union européenne, la coopération allemande, etc. C'est parce que non seulement nous sommes exemplaires dans la gestion des ressources, nous sommes dans une approche qualité de haute performance publique dans ce que l'on fait. Et effectivement, le chef de l'État, en parlant de performance, justement, vient souligner la nécessité pour les agences publiques de s'inscrire dans ce volet-là. Et c'est ce qui permet de mobiliser davantage de ressources pour passer à l'échelle par rapport à ce que l'on a fait. Avant de revenir sur l'idée de mutualiser ces agences, restons dans le cadre justement de l'accompagnement à l'endroit des PME, PMI. Comment ça s'organise? Est-ce que vous leur trouvez un financement? Comment ça se passe? Et l'idée et la nature de ce financement-là, est-ce qu'on peut avoir une idée? Merci. Ça, c'est une question extrêmement importante parce que souvent, effectivement, on pose la question, mais en fait, on voit beaucoup d'acteurs, mais qu'est-ce qu'ils font? Alors souvent, je file la métaphore de la médecine pour expliquer notre rôle. Nous, on est un peu le médecin généraliste. La vision de la DPME, c'est de pouvoir offrir un accompagnement qui soit adapté au profil et aux besoins de chaque entrepreneur pour le faire grandir, pour en faire un champion. Et notre slogan, c'est être le coach des futurs champions. Chaque entrepreneur que vous voyez, justement, a cette volonté, cette espérance de grandir et de se développer. Maintenant, ce dont il a besoin, c'est de conseils, c'est d'orientation, c'est d'entraînement pour devenir ce futur champion. Même dans la recherche de financement. Dans tous les domaines. Et donc, on est le spécialiste. Je vais être beaucoup plus clair. Si je viens avec mon projet, je dis, Monsieur Idrissa Diabira, vous êtes le directeur général de l'ADPME, j'ai un projet, voilà, je vous le soumets. Absolument. Je m'en arrête là, vous assurez l'accompagnement jusqu'au financement ou bien? Et c'est là où, effectivement, la pédagogie sur l'accompagnement est importante. Parce qu'un projet, c'est ce que vous avez sur la table, votre business plan, si vous l'avez élaboré, mais c'est la relation que vous avez avec votre projet. Est-ce que c'est vous qui l'avez élaboré? Quel rôle vous avez joué? Est-ce qu'il y a une articulation entre le projet et le porteur de projet? Quelle aptitude vous avez besoin pour gérer correctement le personnel que vous avez? Vous avez peut-être déjà démarré votre activité, mais est-ce que les acteurs en question correspondent à ce que vous voulez produire ou pas? Donc, comment est-ce que je vais vous diagnostiquer? Et quand je parlais de filer la métaphore de la médecine, quel diagnostic j'ai besoin de faire par rapport à vous et à votre projet pour vous indiquer la voie à suivre? Vous êtes le généraliste. Exactement. Oui. Et ce qu'il y a, c'est que effectivement, vous dites souvent que le symptôme, c'est le financement. Donc tout le monde indique qu'il a besoin de financement. Mais la cause, est-ce que c'est bien le financement? La fièvre, tout le monde en a lorsqu'on est malade. Mais est-ce que c'est le Doliprane qui va vous soulager? Il est possible que ça soit lié à un ulcère. Il est possible que ça soit lié au fait que vous soyez amputé. Donc notre rôle... Si le diagnostic est bien fait, exactement. À l'arrivée, il y a moins de problèmes. Exactement. Et donc notre rôle, c'est justement, et c'est ce que l'État nous a confié comme mission dans le décret de notre création. On a 20 ans cette année, comme le décret qui le modifie en 2013. Assister et encadrer les entrepreneurs qui en font la demande ou qui bénéficient de prêts de l'État. Notre rôle, c'est de vous donner le diagnostic dont vous avez besoin pour poursuivre votre parcours, pour avoir l'ordonnance vous permettant de savoir, par exemple,
que vous avez d'abord besoin de formation auprès peut-être du 3FPT, former votre personnel, renforcer sa technicité, mieux renforcer le packaging. Vous avez peut-être besoin de fonds propres parce que vous avez commencé votre activité, mais vous n'avez pas mis assez de ressources qui vous permettent d'assurer un certain nombre de choses. Vous avez besoin de fonds de roulement. Ça, c'est des natures de financement qui sont différentes. Donc, je vais tenter d'apprécier votre travail. Aujourd'hui, quelle est la panoplie d'entreprises justement accompagnées? Pour quels résultats? Alors, en moyenne, l'année dernière, ceux qui ont pu bénéficier d'une partie de nos services, ça va de l'entrepreneur qui a une idée de projet à l'entreprise qui est en difficulté. C'est 7000 entreprises, tout confondu, qui ont pu bénéficier. À l'intérieur de ça, vous avez des entreprises qui ont pu être formalisées, je l'ai évoqué, 1700 ont pu être formalisées. Les résultats, c'est ceux que j'évoquais, c'est 2,7 emplois en moyenne pour ces entreprises. Et ces chiffres, je vous les donne parce que, vous le disiez par rapport aux partenaires, on est aussi audité. Donc, les chiffres, je ne les invente pas. C'est les entreprises qui sont accompagnées à l'export, au travers du mécanisme de fonds à frais partagés. C'est à peu près beaucoup moins l'année dernière à la faveur de la Covid, les entreprises qui souhaitent accéder à du financement. Donc ils viennent nous voir, on va les diagnostiquer, on va s'assurer que leur projet tient la route, qu'ils ont un bon business model ou un bon business plan, avant d'orienter en lien avec les partenaires bancaires ces projets. C'est un peu plus d'une entreprise sur deux qui, quand elle nous sollicite, bénéficie d'un financement auprès d'une institution financière. Et ça me permet aussi de préciser ce qui est important pour l'entrepreneur ou celui qui n'a pas entrepris, d'avoir à l'esprit un financement. C'est jamais automatique. Un financement, pour les raisons que j'ai évoquées, parce que c'est bien des ressources empruntées ailleurs. Et donc, il faut être accompagné pour non seulement savoir la nature du financement qu'on a besoin. Si je vous demande combien va coûter un R+10, vous allez peut-être me dire 100 ou 200 millions de francs CFA. Est-ce que ça correspond aux besoins pour pouvoir le faire? Est-ce que ce n'est pas 5 ou 10 millions qui sont nécessaires? L'entrepreneur, il va juste demander son montant. Et celui qui l'accompagne, avant de le soumettre au financeur, va l'aider à ajuster la nature du financement dont il a besoin. Et donc, au rang des résultats, je pense que nous avons appréciables et sanctionnés ou appréciés parce qu'on atteint nos indicateurs, on est en lien dans un contrat de performance avec l'État du Sénégal. C'est le deuxième contrat de performance, on dépasse les indicateurs fixés d'un commun accord pour la deuxième fois. On va rentrer dans un troisième contrat de performance à la faveur de notre nouveau plan stratégique. Et donc, c'est des résultats qui sont palpables, qu'il faut démultiplier, c'est nécessaire, mais encore une fois, ne jetons pas le bébé et l'eau du bain parce qu'on va retomber dans un tort ou dans une faiblesse sénégalaise qui est de dire que tout est pourri, tout est mauvais et à recommencer la roue. Ce qui nous empêche d'aller à l'échelle, c'est de capitaliser sur ce qu'on fait pour changer, pour pouvoir... Mais qu'est-ce qui a fait défaut jusqu'ici? Parce que le chef de l'État a parlé de 450 milliards à injecter. La problématique de l'employabilité est une réalité au Sénégal, comme partout ailleurs. Mais le problème de fond aujourd'hui, c'est quoi? Le problème réside dans l'explication, dans la pédagogie, de faire comprendre aux gens d'où nous venons, où est-ce que nous en sommes et là où nous devons aller. Qu'est-ce qui a fait défaut, Idrissa Diabira, finalement? Vous en êtes au bilan, on n'en est pas à ce stade-là. Qu'est-ce qu'il faut effectivement pour mieux expliquer? Avant d'arriver, qu'est-ce qu'il faut? Je veux dire, est-ce que c'est pas dans la pédagogie, dans l'explication qu'il y a problème? Assurément, on doit être bien plus pédagogue dans l'action que l'on mène et dans les desseins qui sont le chef de l'État. Est-ce que le problème c'est financier seulement? Il n'est pas que financier. Et le financier vient souvent après coup. On dit souvent que expliquer une politique, c'est dire pourquoi on fait ce que l'on fait. Pas simplement expliquer ce que l'on fait. Et je pense qu'on a tendance uniquement à expliquer ce que l'on fait. Mais expliquer pourquoi est-ce que, par exemple, la mobilité est importante parce que c'est un élément de compétitivité dans le pays, c'est
tout autant, voire plus important qu'expliquer que l'on met en place le TER. Parce que la compétitivité des nations, la compétitivité des grandes capitales, l'attractivité de ces dernières impose qu'on ne soit pas à passer 2, 3, 4 heures sur Dakar pour pouvoir se déplacer entre la banlieue, l'aéroport international et autres. Et que si on ne le fait pas, la compétitivité du Sénégal vient à diminuer et que les investissements, l'attrait du Sénégal qui pourrait récupérer, on ne les aura pas. Expliquer, c'est comprendre pourquoi est-ce que justement donc le TER est important. Expliquer, c'est comprendre pourquoi avoir une unité de labellisation, de scoring, rendre lisibles les PME, c'est important parce que c'est ce qui permet de renouer la confiance entre le prétendant et la future mariée, entre l'entrepreneur et la banque. Expliquer, c'est donner les éléments qui nous permettent de faire comprendre pourquoi est-ce que l'intervention au niveau territorial, pourquoi est-ce que la protection sociale et son universalisation est importante. C'est tout ça qui est extrêmement important. Et effectivement, on a à être plus pédagogue pour assurer que l'on comprenne pourquoi on fait ce que l'on fait et en quoi la vision du chef de l'État est en train d'être prise en charge au travers de nos actions. Et c'est un effort qu'on a à faire collectivement. Le temps passe très très vite et pourtant il y a tellement de choses à dire, notamment sur l'employabilité au Sénégal, ce que fait l'ADPME, mais surtout sur notre tissu industriel. Quand je pose la question, c'est par rapport au rapport de 2015 sur l'analyse des déterminants de la performance des entreprises en Afrique subsaharienne, le cas du Sénégal. Les régions de Dakar, de Saint-Louis et Thiès étaient, Idrissa Diabira, les régions qui concentraient le plus d'entreprises. Est-ce toujours le cas? C'est toujours le cas. Le recensement général des entreprises l'a indiqué. Dakar, Thiès, Diourbel concentrent la majorité du tissu économique du Sénégal. Depuis 30 ans, nous sommes clairement désindustrialisés. Ça, c'est une évidence. Les raisons, elles sont multiples, on pourra revenir dessus. Mais qu'est-ce qui est fait justement pour réengager cette industrialisation? C'est une nécessité. C'est aussi les engagements. C'est une nécessité. Absolument. Oui. C'est aussi les engagements du chef de l'État à la faveur de sa reconduction à la tête de l'État. Non, pas du tout. Oui. Il y a plusieurs choses qui ont été faites. La nouvelle politique, absolument. D'abord, de se doter d'une nouvelle politique d'industrialisation. C'est quelque chose qui vient d'être achevé. C'est important. Oui, mais comme on dit... vous êtes toujours dans les matériels. On n'est pas dans les matériels. Pour pouvoir garder un cap ou pour pouvoir arriver à bon port, il faut une boussole. Si vous n'avez pas de politique, si vous n'avez pas de sens, vous ne pouvez pas y arriver. Donc d'abord, avoir une politique d'industrialisation, c'est ce qui vient d'être fait. Les zones économiques, celle de Sandiara, celle de Diamniadio, c'est pas de l'immatériel, c'est bien effectif. Les agropoles, celle du sud, celle du nord, celle du centre, c'est pas immatériel, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place. Vous disiez que c'était immatériel. On a bien aux fins de l'industrialisation. Parce qu'on revient sur ce qui est les enjeux de l'emploi. Les enjeux de l'emploi, c'est d'abord de pouvoir produire sur le territoire de sorte à justement à générer de la richesse et de l'emploi. C'est aussi par rapport au guichet unique, d'être en capacité territorialisée. C'est l'enjeu que le président évoque, les accompagnements. Parce que si vous devez faire 600 km pour venir à Dakar, pour pouvoir avoir un accompagnement, c'est pas possible. Or, la territorialisation des politiques publiques, ça aussi, c'est pas de l'immatériel. C'est au niveau des départements, faire en sorte qu'on puisse taper des portes, avoir un certain nombre d'informations nécessaires pour pouvoir développer son entreprise, accéder à la protection sociale, accéder à de l'accompagnement ou du financement. C'est l'enjeu du programme d'urgence. Donc ça, ce n'est pas non plus immatériel. Alors, et l'explication, effectivement, de la démarche... On va devoir y aller vite. Voilà, l'explication de la démarche et de l'emploi, il se situe là. Alors, il se situe là. En termes de performance, on constate qu'en dépit de l'allègement du code des investissements, du code général des impôts et un dispositif fiscal et douanier montrant la volonté d'encourager l'initiative privée en prenant l'entreprise comme facteur de croissance, les choses n'ont pas l'air de donner les résultats attendus. Y a-t-il une explication? Vous traduisez toujours les choses du côté pessimiste. C'est vrai. C'est la réalité. Non, c'est pas Expliquez-nous. D'abord,
le décret qui traduit le nouveau code des investissements ou le lancement du code des investissements a été adopté. Donc un nouveau code, le processus de mise en place d'un nouveau code au travers du comité de pilotage est indiqué. Ça, c'est extrêmement important parce que vous avez raison, le code doit être modifié. Maintenant, pour expliquer, pour prendre en compte, je le disais, le paradigme de la PME, faire en sorte que la prise en compte de la PME au travers ce code soit plus forte. Jusqu'à aujourd'hui, dans le code actuel, par exemple, vous avez, si je prends le secteur du transport, des avantages à la faveur des importations en matière de transport dans le secteur du transport. Et donc, favoriser que ce soit les équipements qui soient les équipements, la construction d'équipements ici sur place, ou bien une certaine progressivité dans les montants seuils pour bénéficier des avantages, c'est des éléments qui sont importants. Et je pense que c'est autant de choses qui vont être prises en compte dans le nouveau code et qui permettront justement d'investir davantage pour créer davantage de richesses. L'emploi, c'est pas seulement dans les zones urbaines, vous avez aussi le monde rural. Le monde rural qui représente 59% en termes d'emploi des personnes qui travaillent. Alors, quelle assistance finalement pour renforcer les capacités, surtout productives des ruraux? Absolument. Ça, c'est un élément absolument essentiel et ça s'inscrit dans la problématique de l'industrialisation. La DPME a par exemple un centre de démonstration de technologie auquel j'invite vos auditeurs à se rendre sur les 2 voies de Liberté 6 et a pu mettre en place un centre d'incubation. À Sokone, il y a un centre d'incubation et de prestation de services qui est aussi mis en place. C'est quoi ? Vous parliez d'industrialisation. Le défi que l'on a, c'est d'avoir des technologies qui sont adaptées aux potentialités locales. Si on fait de l'anacarde, comment est-ce qu'on la transforme? Comment est-ce qu'on lui donne de la valeur ajoutée pour pas qu'elle soit brute? Si on fait de la tomate, comment est-ce qu'on fait pour avoir de la purée de tomate? Si on fait de l'oignon, comment est-ce qu'on le sèche? Comment est-ce qu'on est en capacité de pouvoir le faire? Sur la tomate, on sait très bien, les friands de la cuisine italienne savent combien coûtent des tomates séchées. Pour autant, elle est amenée à pourrir sur la vallée du fleuve Sénégal. C'est quoi? C'est la capacité de transformer bord champ les activités. Et donc, les réponses au niveau des zones rurales, c'est aussi les centres d'incubation et de démonstration technologique pour transformer les potentialités. Vous vous en occupez quand même. Absolument. Donc, c'est aussi de pouvoir les démultiplier. On a un centre de démonstration, on a un centre d'incubation. Maintenant, il faut les démultiplier sur l'ensemble du territoire, sur les départements, voire au niveau des communes, en lien par exemple avec les programmes d'urgence de développement communautaire ou le programme que le chef de l'État va mettre en place. Ces programmes, le concept commun de convergence qui veut qu'un ensemble d'acteurs partagent des objectifs et des intérêts communs ou convergents dans une commune, se concentrent pour accroître l'impact de leur action sur le bien-être économique et social. Alors, y a-t-il des résultats tangibles à ce niveau? Ce concept reste entier et je pense que dans ce qu'évoque le chef de l'État en matière de territorialisation des politiques publiques, on est justement là. Quel est le problème? Si on n'a pas les accompagnements suffisamment proches de soi pour pouvoir se développer, on n'y arrive pas. Et c'est ça la réalité. Et depuis presque une vingtaine, trentaine d'années, on a considéré que les accompagnements étaient des centres de coûts, alors que ce sont résolument des investissements. Accompagner Massamba, Mademba, à Kédougou, dans la vallée du fleuve, à Bakel, en Casamance ou ailleurs, c'est lui permettre aussi de pouvoir se développer. Parce que formaliser son entreprise à Kédougou, formaliser ses employés à Kédougou, ça vaut plus cher que de le formaliser ici à Dakar parce qu'on a presque tout qui est ici. Donc investir pour rapprocher nos services de ces acteurs, c'est un élément essentiel. Et je pense en cela que l'orientation forte déjà de territorialiser les politiques était la bonne et de renforcer l'approche de ces politiques à la faveur de concepts de guichet unique, comme le chef de l'État l'a indiqué, seront extrêmement importants et traduiront justement les convergences nécessaires. Mais il y a aussi une autre idée qui a été agitée par le chef de l'État, c'est l'idée de mutualiser. Mutualiser les agences, est-ce que cela vous agrée? Ou selon vous, quelle forme ou aspect prendra cette mutualisation? C'est une ancienne doléance et je pense qu'il est à l'écoute et du secteur privé et des acteurs. Il faut qu'on soit plus efficace ensemble.
Une équipe, c'est la capacité de faire tourner le ballon, que chacun puisse jouer son rôle et d'être en harmonie dans ce cadre-là. Donc la mutualisation, ça ne veut pas forcément dire la fusion des acteurs. C'est le parcours et la cohérence, la lisibilité, une plus grande efficacité entre les acteurs. Et en cela, bien évidemment, c'est non seulement appelé de mes voeux, de l'ensemble des voeux des acteurs. La semaine dernière, il y a 3 jours, je signais avec la directrice du 3FPT une convention où, justement, on considère la DPME comme porte d'entrée qui va accompagner, structurer, rendre la mariée jolie, ensuite l'orienter au guichet de financement de la formation de 3FPT. C'est une démarche que l'on met en place avec le FONGIP et les autres aussi. Pour un mariage réussi et une famille, en tout cas, bien sécurisée, n'est-ce pas? Absolument. Oui, mais alors, avant de terminer, 2 questions. D'abord, à quand estimez-vous une reprise effective de l'activité économique? Alors, je ne suis pas diseuse de bonne aventure, c'est difficile à dire. On pensait que la crise allait être plus courte au moment de son démarrage en mars dernier. Grâce à Dieu, elle se réduit sous nos contrées. Mais on sait qu'on est dans un pays mondialisé ou dans un monde globalisé, j'aurais tendance à dire. On voit encore ce qui se passe. Le feu n'est pas éteint sur l'ensemble du monde entier. Quoi qu'il en soit, il est absolument nécessaire, sous la contrainte, de s'adapter. D'essayer autant que faire se peut de faire de cette crise une opportunité, donc de renforcer nos mécanismes, nos outils pour renforcer en matière de fonds propres ces dernières, faire en sorte d'accompagner ceux qui seront les futurs champions au niveau du secteur, considérer que notre premier marché d'export, comme on le met à le dire il y a 20-30 ans, c'est notre marché intérieur, et donc renforcer le principe de consommer local, mais de citoyenneté des individus. L'État ne fait pas tout seul. Les citoyens, autant que nous sommes, au travers de nos interventions, au travers de nos consommations, au travers de la prise en charge d'un certain nombre de responsabilités, nous co-construisons le destin de la nation, État et acteurs. Et donc, il n'y a pas uniquement des bénéficiaires. Nous sommes tous partie prenante. Tous partie prenante face à la problématique de l'employabilité. Quel message pour les jeunes? D'abord, de surtout pas baisser les bras. En tant que directeur général de l'ADP. Absolument. Oui. C'est Martin Luther King qui disait si tu peux pas voler, if you cannot fly, run. Si tu peux pas voler, cours. Si tu peux pas courir, marche. Si tu peux pas marcher, rampe. By any means, keep moving. Par tous les moyens, continue à bouger. Parce que ça, c'est un élément essentiel. Et lorsqu'on regarde ceux qui sont devenus ici des champions ou à l'international, ceux qui sont des champions, c'est leur parcours de résilience, de combat, de ténacité. Parce que globalement, ce sont la ténacité qui permet de s'en sortir. Et nous prenons les dispositions pour étendre notre champ d'action, pour être en mesure, en se digitalisant, par exemple, nous allons lancer prochainement notre plateforme Sama PME. Écosystème. Absolument, mais d'être en mesure de rendre plus accessibles les offres de services, en lien notamment avec les chambres consulaires, en lien avec la territorialisation souhaitée par le chef de l'État, pour que les uns et les autres puissent disposer du carnet de santé dont ils ont besoin et de la feuille de route pour savoir comment construire leur parcours de champion. Alors, vous avez parlé de action comme maxime. Maintenant que voilà, on est arrivé au terme de l'émission, je ne vais pas vous quitter sans au moins parler de votre rapport avec le chef de l'État, puisque vous êtes un produit de la diaspora. Cette diaspora apparemment que vous avez perdue en termes d'électorat, quelle explication? Vous l'avez dit, vous avez dit apparemment. Oui. Donc il faut se méfier des apparences. J'aurais tendance à dire. Vous n'avez pas encore perdu la diaspora. Vous avez dit apparemment. Moi, je me méfie souvent des apparences. Il y a une relation extrêmement ténue entre la diaspora et le chef de l'État. À juste titre, elle est exigeante, parce qu'elle a une nostalgie, un lien à son pays d'origine qui se dément pas. Et je suis convaincu que cette relation est loin d'être distendue, notamment parce que le souci du chef de l'État, c'est de pouvoir apporter des réponses à ceux qui sont originaires de la diaspora ou au terroir, au territoire
dont ils sont originaires. Et en cela, je pense que les apparences peuvent être parfois trompeuses, parce que l'enjeu de la politique mise en œuvre par le président, c'est toucher les cibles, et des cibles qui concernent aussi la diaspora. Oui, mais alors, autre question. Le président de la République est partagé entre deux calendriers. Le calendrier électoral et les charges d'État. Laquelle de ces casquettes vous convient le plus? Vous savez, le chef de l'État est partagé sur beaucoup plus de calendriers, beaucoup plus de problématiques. Elle est précise. Oui, mais c'est un homme multitâche. Oui. Et il a su le démontrer. Laquelle de ces casquettes vous convient le plus? Tout le défi d'un homme d'État, c'est d'associer ces deux enjeux au travers d'une action qui puisse donner des résultats, et bien évidemment au travers des rendez-vous avec le peuple, pour que ce dernier puisse manifester sa confiance. Je pense que c'est ce qui a été fait lors des dernières élections présidentielles. Le peuple lui a renouvelé sa confiance. Son souci, c'est d'être efficace dans les politiques qu'il met en œuvre, et de s'assurer au travers du dialogue politique la respiration démocratique, et le fait que les populations puissent aussi se prononcer dans des élections qui sont des élections, faut aussi le rappeler, qui sont des élections locales. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle qu'il a été notre invité, Idrissa Diabira. Il est le directeur général de l'ADPMO, l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. Ça a été encore une fois un plaisir de vous avoir autour de nous et dans ce studio pour parler des questions de développement. Vous êtes ingénieur informaticien, physicien, expert en organisation, DIA en e-management, concept et méthode à Dauphine. Dauphine, c'est en France. Vous êtes un agent de développement. Oui, vous vous êtes intéressé beaucoup plus sur les questions d'organisation, et apparemment vous avez coordonné justement le plan Yono Yokote. Mesdames et messieurs, c'en est tout. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Excellente suite de programme sur la 98.5, et merci également à notre équipe digitale à la tête Aline Badrassa aussi et Papadio. Au revoir.